Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau live en ce dimanche. Donc je pense qu'en ce dimanche, il n'y a que les motivés qui sont connectés sur le live. C'est un plaisir de vous retrouver pour le cinquième épisode des Live Python. Donc on fait ça tous les jours de 18h à 19h pour ceux qui débarquent le dimanche. Je sais qu'il y a beaucoup de gens parfois qui viennent par curiosité le dimanche. Dites-moi si tout roule dans le live normalement, c'est bon. Pour les gens qui commencent à peine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît, c'est important. Et aujourd'hui, c'est le cinquième épisode, on est dimanche, c'est la fin de la semaine, et ça va être le dernier épisode sur l'introduction à Python. Après, on va commencer à pouvoir voguer de manière de plus en plus simple et de plus en plus fluide. Hop là, je vais peut-être même mettre en plein écran pour l'intro. De manière de plus en plus simple et de plus en plus fluide vers les eaux de l'intelligence artificielle. On fera du traitement d'image, on fera du traitement du son, du traitement de données, bien sûr, même si l'image et le son, c'est de la donnée. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un épisode dédié à les dernières petites choses à voir en Python que vous verrez pas vraiment très souvent peut-être, ou vous les utiliserez pas peut-être très souvent, mais en tout cas quand vous allez les utiliser et quand vous allez les voir, c'est extrêmement important de les comprendre, d'accord? Et n'hésitez pas aussi à mettre des questions, donc des derniers épisodes dans le live, je pourrais y répondre directement. Normalement, on aura un peu de temps. J'ai le live comme d'habitude juste à côté de moi. Et j'espère que vous êtes prêts. Le collab qu'on va voir tout de suite ensemble, il est dispo sur Internet. D'accord? Il est dispo sur GitHub, comme d'habitude. Alors, j'ai checké ce matin pour tenter de comprendre d'où venaient les bugs qu'on avait sur OBS à chaque fois. Franchement, j'ai pas trouvé. Donc, s'il y a un bug sur OBS, on essaiera de le faire, de le résoudre le plus rapidement possible. D'accord? Donc, s'il y a un petit bug sur OBS, restez connecté en 1 à 2 minutes. Je pourrai le corriger. D'accord? Ok, allez, c'est parti. On va sur Collab. Tac. Je crois qu'il y a un petit bug au niveau des réceptions YouTube là. Je sais pas Sky YouTube, mais non, non, normalement c'est bon. Ce qui m'ont bon, apparemment le débit est pas ouf. Je pense que dimanche les serveurs de YouTube sont un peu saturés, mais restez là. Normalement ça marche. Et si ça marche pas, dites-moi dans le live, on sera réactif. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va voir. Non, c'est pas ça. C'est pas celui-là. Enfin, l'image, c'est pas celle-là. Je vais la changer. Donc, on va voir les regex, ce qu'on appelle les expressions régulières, les exceptions, d'accord, les modules et les astuces en Python. D'accord, donc on va voir toutes ces parties. Ça va être plutôt costaud, donc n'hésitez pas à bien rester concentré. On verra à la fin des petites astuces qui sont les décorateurs, la compréhension de liste, donc ce qu'on appelle list comprehension, args. On verra aussi cowargs et ce qu'on appelle les fonctions lambda, d'accord, en test. En astuce, pardon. Donc on verra les modules et les exceptions. On va faire comme d'habitude un petit topo rapide sur les derniers épisodes, histoire de bien se remettre dans le moule, d'accord? Donc, premier épisode, on a vu tout ce qui était variable, structure et fonction. Donc les int, les integers, les float, les if, les for, les while. Au deuxième épisode, on a vu tout ce qui était programmation objet et fonctionnelle. Donc on a défini c'était quoi la programmation objet et fonctionnelle. Rappelez-vous, la programmation fonctionnelle, c'est on donne toute une liste de fonctions et ça va s'exécuter les unes à la suite des autres. Et la programmation objet, c'est plus on essaye de imiter le réel. Donc là, on avait codé une petite fonction, un objet planète. Donc on essaye de créer des objets pour imiter le réel. D'accord? Le troisième épisode, c'était un petit projet où on a défini des gènes à Cristiano Ronaldo et Cristiano Junior Ronaldo et on a créé une fonction pour checker ces gènes, la correspondance de ces gènes, d'accord, tac, qui était ici là et on avait trouvé qu'ils avaient 30% de gènes en commun sur le jeu de gènes qu'on avait créé ensemble. Et le quatrième épisode, donc hier, on est rentré beaucoup plus profondément dans les fonctions.
dans les objets, pardon, justement. C'est l'autre paradigme. On est rentré beaucoup plus profondément dans les objets et on a vu, on a créé donc une fonction, un objet animal et on a vu tout ce qui était héritage des objets, méthode d'attribut, méthode d'instance, attribut privé, méthode de classe, méthode statique, etc. Et vous allez voir aussi qu'on va définir ces petits éléments à la fin du live aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on peut utiliser des décorateurs comme ça? Et on verra aussi comment vous pouvez créer vos propres décorateurs et vous allez voir que ça peut être excessivement puissant en Python. D'accord? Et on avait donc terminé par voir la fonction dir, l'attribut dict des objets. Et pour ceux qui l'ont fait, je vous avais invité à faire un petit exercice pour coder une savane. D'accord? Donc n'hésitez pas à la fin des lives, quand vous voulez, ou même si vous voulez le faire la semaine suivante, n'hésitez pas à coder de votre côté, à m'envoyer en commentaire ce que vous faites. J'y jette un coup d'œil et je vous réponds en commentaire. D'accord? Il y a déjà quelques personnes qui l'ont fait et du coup, bravo à vous. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va donc finir. Donc là, c'est pas la bonne image. Hein, ça, c'était l'image de l'épisode 3. On va finir l'introduction à Python. Donc, on va voir les regex. Alors, préparez-vous. Détendez-vous. Les regex, ça va aller fort. Donc, vous allez les voir souvent. D'accord? Et souvent, ça va être la solution que vous allez avoir, notamment quand vous allez vouloir récupérer des données sur Internet, ce qu'on appelle faire du scrapping, notamment quand vous allez vouloir chercher des chaînes de caractères, d'accord? C'est un grand CTRL-F si vous voulez faire ça, si vous voulez remplacer des choses dans les données, et vous allez voir que les regex, ça va beaucoup vous être utile quand vous allez faire de la préparation de données pour la data science. C'est des choses qui vous permettront en fait de cleaner, de nettoyer vos données quand vous allez faire de la data science, de l'intelligence artificielle avec des chaînes de caractères. D'accord? On travaille dans les regex ce qu'on appelle les tokens. Donc ici, je vous ai écrit tous les tokens un peu communs. D'accord? Donc un token, déjà, c'est quoi? Un token, c'est ces petites choses-là que vous voyez. D'accord? Qui vont être en fait globalement on va dire les ingrédients d'une recette pour rechercher quelque chose. D'accord? Et on va voir à quoi ça sert. D'accord? Donc regex, ça veut dire expression régulière. D'ailleurs, peut-être je vais vous le marquer ici, en anglais bien sûr. Donc c'est expression régulière. Et vous allez les voir beaucoup. Du coup, je vous l'ai défini comme ça: réaliser des recherches et des opérations, extraction, remplacement dans les chaînes de caractères. D'accord? Alors, on va commencer par, pour le coup, le commencement. D'accord? Donc, comme vous voyez, j'ai commencé à coder des petits trucs justement pour éviter de perdre du temps là où il ne faut pas en perdre. Donc, il y a un module. Donc, si le mot module vous fait peur déjà, vous inquiétez pas, on va le définir juste après. Donc, il y a un module en Python qui est... tu deviens myope en Python, tu deviens myope quand tu fais du regex. Ouais, ça c'est vrai. Au début, c'est des expressions, parfois vous pouvez en voir qui sont vraiment what the fuck, quoi, mais à un moment donné, personne va pouvoir apprendre tous les trucs regex. On va toujours passer par, je vais vous montrer un petit site qui va vous aider beaucoup. Donc il y a un module en Python pour faire des regex qui est RE, d'accord? Et RE, en fait, c'est là où il y a toutes les méthodes en Python pour faire du regex, d'accord? Donc comment ça se passe? Alors, on va faire un petit test, d'accord? On va commencer par ici RE cherche, d'accord? Donc RE cherche, ça permet de chercher dans toute la chaîne de caractères quelque chose, d'accord? Donc, pour être honnête avec vous, je pense que personne n'est vraiment expert en regex. Il y a toujours des erreurs quand vous faites des regex. Donc, s'il y a des erreurs, m'en voulez pas trop, on les corrigera ensemble, d'accord? Donc, si je cherche, par exemple, j'ai un petit texte de test ici. Donc c'est un texte, c'est la première phrase, je crois, du Wikipédia sur les planètes, d'accord? Donc si je cherche ici orbite, d'accord, et je lui donne le texte à chercher ici, d'accord? Normalement, il va me retourner un objet, donc il retourne un objet qu'on appelle un matObject, d'accord? Et ce matObject, on peut le manipuler par différentes méthodes que je vais vous montrer après. D'accord? Donc voilà. Donc là, on voit déjà qu'il retourne quelque chose. D'accord? Maintenant, si je cherche, vous inquiétez pas, on va voir après comment lire cet objet. Hein. D'accord? Si je cherche quelque chose qui n'est pas dans le mot planète, par exemple, je ne sais pas, dans la définition de planète, on ne va pas s'attendre à trouver le mot tigre. D'accord? Donc si je cherche tigre dans le texte,
il va me retourner non. D'accord? Donc recherche et rematch, que je vais vous définir après. Donc c'est deux fonctions qui permettent de chercher quelque chose, de chercher un mot, de chercher quelque chose dans une chaîne de caractères. D'accord? Alors maintenant, petite astuce, vous allez voir comment on utilise les décorateurs. D'accord? Les décorateurs, je m'embrouille déjà avec ce qui va se passer après. Comment on utilise les regex. D'accord? Donc ici, si je lui dis, trouve-moi une, d'accord, qui est le premier mot. Tac. Il va bien trouver une ici, d'accord? Mais à mon avis, il y a des une qui doivent être autre part. Vous voyez, il y a une qui est ici, d'accord? Et donc, on peut s'amuser à utiliser ici des tokens pour préciser notre recherche. Par exemple, imaginons que je vais vous laisser cet exemple et je vais aller là. Imaginons qu'on va déjà calculer, on va créer une expression régulière. D'accord? Donc pour créer une expression régulière, j'enlève ma bouteille d'eau, je vais la mettre là. Pour créer une expression régulière, on va utiliser ici rcompile. D'accord? Donc rcompile, c'est quoi? Rcompile, ça permet, comme son nom l'indique, de compiler une expression régulière. Alors si c'est un peu obscur, accrochez-vous parce que vous allez voir que tout va couler de source. D'accord? Donc rcompile, ça nous permet ici, par exemple, si je lui dis je veux récupérer une expression régulière qui est en minuscule. Voilà. Si je veux récupérer une expression, et si je veux récupérer le 1 une qui est en minuscule, parce qu'ici il y a un une qui est en majuscule. Donc si je dis que je veux récupérer un une qui est en minuscule, le premier ça va être potentiellement celui-là. D'accord? Donc je remonte dans mes tokens, je vais chercher mes tokens et je regarde un caractère unique, un caractère sauf, un caractère entre A et Z. D'accord? Ça c'est pas mal. D'accord? Donc si je veux récupérer que des minuscules. D'accord? Donc il faut savoir que c'est sensible à la case. Donc c'est sensible au fait si c'est en majuscule ou si c'est en minuscule. Ok. Donc ce que je peux faire pour récupérer un une en minuscule, bah déjà la première des choses, vous pouvez me dire ok mais Anis tu peux mettre une ici et normalement ça va le trouver, on est d'accord. Donc ici si j'appelle ça myregex et que je dis, désolé s'il y a des latences ou des bugs parfois sur YouTube, mais je pense que streamer le dimanche, c'est un peu compliqué vu le nombre de personnes qui doivent streamer sur YouTube, surtout avec le confinement. En plus, aux US, là, 18h, il doit être midi sur la côte est et 9h du mat sur la côte ouest. Donc, alors, si je dis maintenant, ok, je vais compiler, je vais utiliser mon expression régulière ici pour chercher sur texte. D'accord? Donc ici, ça va nous retourner un une qui est à la position 64, 67. Donc on peut imaginer que c'est bien ce une qui est ici. D'accord? Donc maintenant, si je lui dis je veux récupérer le une, peut-être c'est un mauvais exemple, on va trouver un autre mot. Sinon, je vous ai préparé un jeu de test ici. Peut-être qu'on va utiliser ça pour voir le doigté qu'il faut avoir sur les expressions régulières, ce sera plus rapide. Donc, on va voir la différence avec rematch. Donc, rematch, ça permet aussi de trouver une chaîne de caractères, mais pour le coup, c'est une chaîne. Ici, ça permet aussi de trouver un bout de chaîne de caractères, mais ici, pour le coup, c'est un bout de chaîne de caractères qui est en début de la chaîne de caractères. On va voir la différence avec ce petit bout de code, d'accord? Donc, si vous avez des questions, les expressions régulières, je vous rassure, vous n'en verrez pas tout le temps, mais c'est juste important de savoir ce que c'est possible de faire. Et après, vous allez utiliser et vous allez chercher un peu pour construire votre expression régulière. Donc, ça prend un peu parfois du temps, mais c'est hyper puissant. D'ailleurs, une fois que vous savez très bien les utiliser, vous ne pouvez plus vous en passer pour être honnête. Donc ici, on va calculer rematch. On va voir ce que ça nous donne. Donc ici, il nous dit qu'il trouve bien un mat-objet à la position 0,4. Donc ça doit être celui-là. Il trouve bien ici, quand je calcule, tester comme ça. Vous êtes d'accord que normalement, il est censé trouver celui qui est là. Mais en fait, ça ne va pas être le cas. Il ne va pas le trouver parce qu'en fait, il n'est pas en début ici de chaîne de caractères. Il est pas en fait, il retourne pas à la ligne, si on peut dire rematch. D'accord? Ici, même si je lui dis, ok, trouve rematch avec le début de la chaîne de caractères, il va pas le trouver non plus. D'accord? Ici, ce petit token-là, ça permet de trouver, regardez ici, début de la chaîne de caractères. Donc même si je lui dis
essaye de le forcer à le trouver en début de chaîne de caractères qui est ici, c'est-à-dire une nouvelle ligne, il ne va pas le trouver non plus. D'accord? Par contre, si je lui dis trouve-moi testé en début de chaîne, trouve-moi testé dans le texte, là on va utiliser cherche, parce que cherche, il s'en fout en fait que ce soit en début ou en fin de chaîne de caractères. Lui, il va le calculer comme si c'était comme ça. D'accord? Et si je lui dis aussi en début de chaîne de caractères testé, cherche, il va, en lui disant que c'est un multiligne, il va aussi trouver testé. D'accord? Donc je ne veux pas trop vous embrouiller le cerveau avec les regex. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est possible de faire plein de choses avec les regex. Donc là, je vous donne des petits exemples. Moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est ce site-là. Ce site-là qui est donc regex101.com. Je vous le mets là. Donc regex101.com, je l'utilise tout le temps quand il s'agit de faire des regex, de préparer des regex. Donc c'est hyper utile. Là, sur le côté, vous avez tous les tokens que je viens de vous définir. D'accord? Et si vous tapez un texte ici, donc par exemple ici je reprends mon texte, donc si je lui donne, là, je ne vais pas le couper, voilà. Si je lui donne ici mon texte, non, il n'a pas voulu, j'ai pas copié la bonne chose, tac, ici copier, coller, donc si je lui donne ici ce texte, et que je lui dis, non, c'est l'inverse, je lui mets ici le texte, tac, et que je lui dis trouve-moi orbite, on voit qu'il vous montre là où il y a tous les mots orbite et il vous explique même ici donc pourquoi est-ce qu'il a trouvé le mot orbite, d'accord? Donc ici vous pouvez vous amuser à mettre des expressions régulières. Donc typiquement ici si je prends si je vous montre, si je prends n'importe quel mot digite, d'accord? Donc on va voir ce qu'il va trouver. Si je fais ça et je fais ça, il trouve rien. Pourquoi? Sinon, sinon, on va faire ça. On va faire S ici autant qu'on veut. Donc ça, c'est un quantifieur pour dire ça va matcher entre 0 et un nombre illimité de fois le caractère donné. D'accord? Donc ici, toutes les fois où il va y avoir marqué S. Et si je lui dis SS2, donc il va me donner toutes les fois où il y a un S suivi d'un autre S. D'accord? Tac. Donc vous voyez la différence ou pas? Il va me donner toutes les fois où il y a un S suivi d'un autre S ou pas. D'accord? Donc si je lui donne ça, il va me donner tous les mots où il y a deux fois S. Si je lui donne ça, il va me dire ok, je vais te donner un mot où il y a un S suivi d'un autre S au moins 0 ou une fois. Si je lui dis donne-moi un mot suivi d'un autre S au moins une fois ou plus, donc là je mets un plus. Et là, il va me retomber bien sur le fait que j'ai marqué SS. D'accord? Ici, vous voyez bien, one or more of A. D'accord? Donc, c'est un peu touchy parfois les expressions régulières, mais n'hésitez pas à vraiment voir par vous-même ce que ça donne. D'accord? Donc, je vais vous montrer quelques autres fonctions qui peuvent être intéressantes. Donc ici, c'est compile pour compiler une expression régulière. Et après, on l'a utilisé en haut. Et après, donc cette expression régulière ici, elle dit justement, trouve-moi un une qui est en début de chaîne de caractères et qui continue par à peu près n'importe quoi. D'accord? Et ici, il va bien trouver le une qui est ici. D'accord? Il y a une autre méthode pour trouver le cherche. C'est celle qui est, pour être honnête avec vous, la plus utilisée. Quasiment personne utilise le cherche. Qu'est-ce que le match apporte de plus que le cherche alors, vu que le cherche trouve des trucs que le match trouve pas, bah, ça apporte justement des choses. Ça apporte justement le fait que le match trouve pas tout ce que le cherche trouve. Et donc, à la place d'avoir A union B, tu as uniquement A inter B. Si je dis ça comme ça veut dire que tu peux récupérer des choses uniquement les choses que tu veux avec le match. D'accord? Donc c'est un peu obscur, je sais expliquer comme ça, mais il faut vraiment essayer par vous-même. Parce que les expressions régulières, on pourrait passer 2 heures à les expliquer. Et pour être honnête avec vous, on les comprendrait toujours pas entre guillemets. Ou sinon on les comprendrait vraiment si on s'amuse à apprendre tout ça par cœur. D'accord? Mais au fur et à mesure, ça rentre et vous commencez à les lire. Alors, on va utiliser REFindAll. Donc REFindAll, c'est un peu ce qu'on utilise la plupart du temps en data science parce qu'en fait, c'est ce qui nous importe. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cherche et le match sont intéressants parce qu'ils nous renvoient, la position. D'accord? Donc REFindAll, ça va nous envoyer. Par exemple, si j'essaye de trouver tous ceux qui sont orbite.
d'accord? Ça va nous renvoyer, et après je fais len, par exemple len de, vous savez quoi, je vais faire ça, je vais appeler ça orbit find, et je fais len de orbit find, d'accord? Print. Ok. Et ici, je vais vous printer ça aussi. Si vous comprenez absolument rien aux expressions régulières, rassurez-vous, c'est pas grave pour coder en Python, hein. C'est des choses que vous pouvez réapprendre au fur et à mesure. Même moi, j'ai dû rechecker là les expressions régulières. D'accord? Donc là, il va vous renvoyer une liste de tout ce qu'il a trouvé correspondant à votre expression régulière ici. Donc ici, c'est pas forcément très remarquable à quoi sert une expression régulière parce que il n'y a pas des choses étranges. D'accord? Mais quand vous allez commencer à avoir des jeux de données qui ressemblent à ça, par exemple prénom, nom, date, underscore de naissance, comme ça, d'accord? Et bien là, vous allez commencer à comprendre pourquoi est-ce qu'il vous faut des expressions régulières pour tenter de trouver des choses, d'accord? Ou sinon, comme je vous ai dit, dans le scrapping, parfois, vous allez avoir des choses avec marqué HTML comme ça, et ici un titre, et ici HTML comme ça, et vous voulez récupérer tout ce qui est compris entre titres et pas récupérer les espaces blancs ici, d'accord? Et là, les expressions régulières, ben, ça va vous aider. Peut-être que j'aurais dû construire un exemple comme ça, mais n'hésitez pas à essayer de construire un exemple comme ça et à me dire ce que vous en avez trouvé. D'ailleurs, on va par exemple récupérer ça ici et on va voir le split, comment ça marche. Donc ici, vous savez quoi, on va rester là. Donc ça, si je dis RESplit et je veux splitter le texte à tout ce qui est tous les mots en majuscules, par exemple, donc tout ce qui est entre A et Z, d'accord, je les split. Donc je split le texte comme ça, à tous les caractères en majuscules. Est-ce que ça va marcher? Donc là, on voit qu'il a bien splitté le texte à tous les caractères en majuscules. En fait, match peut être plus rapide que cherche si on est sûr que c'est en début de chaîne. Ouais, c'est une justification que tu peux avoir après, pour être honnête avec vous. La différence entre match et cherche, vous pouvez regarder sur internet, je l'ai pas en tête exactement. Le seul truc que je sais, c'est que on cherche au début de la chaîne de caractères et on cherche à toute la chaîne de caractères pour cherche. Donc si on est sûr effectivement que c'est en début de chaîne de caractères, ça peut être plus rapide, c'est une bonne justification. Donc ici, RESplit, ça va splitter, donc tous les mots, ça va splitter, dès qu'on a un mot entre majuscules, bam, ça va splitter la phrase et ça nous retourne une liste. Donc ici, on voit typiquement qu'on a splitté le premier mot en majuscule qui était une, d'accord? Après, ça va le splitter à soleil. Donc là, on voit que ça l'a bien splitté à soleil, etc., etc. Et ça peut être super utile, comme je vous ai dit, pour faire de la data preparation. Donc RESplit, plutôt important. Ok, on va s'arrêter là pour le regex. Parce que moi, je vous invite vraiment à essayer de faire des choses. Peut-être les exemples que j'ai choisis ici, ils n'étaient pas très remarquables sur à quoi vont nous servir les regex en data science. Mais je vous invite vraiment à les essayer, aller sur ce site internet là et faire par vous-même. Et vous allez voir que, en fait, sachez que dès que vous devez utiliser une expression régulière, dès que vous devez chercher quelque chose, utiliser une chaîne de caractères, une expression régulière, les expressions régulières, c'est la bonne méthode. Aussi, je vous ai pas donné le petit pouvoir magique, mais en regex, à la place de compiler ici, on peut aussi démarrer sa chaîne de caractères en faisant R ici, comme ça. Et là, ça va comprendre que c'est une regex, d'accord? Si jamais vous voulez chercher quelque chose. Ok, et c'est pour ça que ici, vous voyez le délimiteur en Python, il est comme ça. Donc les regex, vous les trouvez dans tous les langages. Là, vous voyez que sur Regular Expression 101, vous avez en Golang, vous avez en Python, vous avez en JavaScript, vous avez même en PHP, donc vous les trouvez dans la plupart des langages. Donc, c'est pas un truc uniquement à Python, c'est pour ça qu'on l'apprend un peu à la fin en mode pour aller plus loin. Et donc voilà. Allez, c'est parti. Maintenant qu'on a digéré les regex, j'espère qu'on n'en a pas perdu trop. On va passer à des parties qui vont être pour le coup essentielles dans votre aventure en développement en Python.
Alors, ça, les try exception, j'ai une politique très sévère sur les try exception, pour être honnête avec vous, quand je développe avec mes développeurs, quand je développe avec des juniors ou des choses comme ça, c'est la chose dans laquelle ils ont tendance à abuser. D'accord? Alors, ils abusent souvent des try exception. Pourquoi? Parce que c'est une manière simple de pas checker toutes les conditions de son code. Donc, ça veut dire quoi un try exception? Un try exception, c'est si jamais une chose marche pas, donc si jamais un bout de code ne marche pas, on va faire ça. D'accord? Je vais vous montrer. Donc, si jamais, par exemple, donc ici, je vais vous prendre la division par 0. On sait que c'est pas possible de diviser par 0. Et en Python, on a tout un tas d'erreurs qui sont disponibles. D'accord? Donc, si jamais je dis, par exemple, je veux calculer un nombre en Python qui est divisé par 0. Donc, si je fais 1 divisé par 0, ça va me donner une erreur. 0 division error. D'accord? Division by 0. D'accord? Maintenant, si j'ajoute, je sais pas, si je fais un petit programme là, pour calculer une addition, donc j'ai B égale 2, d'accord? C, et si je fais une division, pardon, j'ai B égale 1, C égale 0, et je lui dis A égale B divisé par C. D'accord? Donc ici, ça va me redonner la même chose. Je vais juste le run pour le coup. 0, division by 0. Maintenant, si je vous dis, OK, si ça ne marche pas, je veux pouvoir afficher un message d'erreur disant pourquoi est-ce que ça ne marche pas. D'accord? Donc là, on le sait parce que c'est une division par 0, mais imaginons que je veux aller à un autre bout de code. À la place, si ça ne marche pas, moi, je veux faire une multiplication entre B et C. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais dire try A égale BC. Donc là, on retrouve encore le fait que Python, c'est quand même un langage de haut niveau parce qu'on comprend ce qu'on lit. D'accord? Si ça ne marche pas, except, je dis que A égale B fois C. D'accord? Et je print A. OK? Donc là, on va voir tout de suite. Là, on voit que ça marche parce que ça nous fait 1 fois 0. Par contre, la chose, c'est que si je laisse comme ça, except, en fait, n'importe quelle erreur, il va me faire A égale B fois C. Alors que moi, je veux juste, si c'est égal à 0, que ça me fasse B fois C. Par exemple, je vais vous montrer ici. Si je dis ici, je l'appelle Anis, d'accord, comme moi. Donc, je l'appelle Anis. Je lui dis 1 divisé par Anis, ça va faire une erreur. On est d'accord? Et bien là, il va me printer Anis. D'accord? Alors que moi, je veux pas ça. Moi, je voulais qu'il me print 0. D'accord? Ou sinon, ici, si je lui dis, je sais pas, bref, je peux lui dire ce que je veux. Par exemple, si je fais un plus, hop là, si je fais un plus, il va y avoir une seconde erreur. Vous voyez? Donc là, il me dit in string, etc., etc. D'accord? Parce qu'en fait, il n'y a pas l'exception. D'accord? Mais moi, c'est pas ce que je veux. Donc, je reprends sur l'exemple B fois C. Je veux qu'il me fasse B fois C uniquement quand il y a une erreur de division par 0. D'accord? 0 division error. Donc ici, je lui dis try A égale B divisé par C. Si tu remarques qu'il y a une 0 division error, tu fais B fois C. D'accord? Et là, on voit qu'il ne va pas le faire et il nous retourne bien le type error unsupport operand type. D'accord? Et maintenant, si je veux aussi catcher cette erreur, d'accord? Je lui dis type erreur. Bah, à ce moment-là, je veux que A ce soit juste égal à B. D'accord? Et là, il va me printer 1. Donc là, en fait, je peux faire ça pour autant d'erreurs que je veux. D'accord? La plupart du temps, quand je vois beaucoup de juniors coder, je vois beaucoup même de développeurs, de développeurs intermédiaires, on va appeler ça comme ça, coder, et ils ont tendance à faire des gros try except. D'accord? Alors, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Soyez sérieux. On fait des try except quand on en a vraiment besoin, quand on ne peut pas faire autrement aussi la plupart du temps. Typiquement ici, j'aurais pu faire des if à la place de try except. D'accord? Try except, c'est lourd, quoi. C'est vraiment le dernier truc qu'on fait. Si jamais j'ai des conditions comme ça, je vais plus faire des if. D'accord? OK. Et je peux aussi avoir un finally, d'accord, qui va me printer opération terminée. D'accord? Donc dans tous les cas, il va me printer opération terminée, il va m'afficher
A après. Ou sinon, si dans tous les cas, je veux afficher A, on va plus faire comme ça. Et il va m'afficher A. Donc le finally, c'est ce qui va se passer après avoir fait soit le try, soit l'except 1, soit l'except 2. Et c'est ce qui va se passer après, de toute façon, avoir fait n'importe laquelle des cases ici. D'accord? Donc hyper important, le try except comme ça. Donc si jamais vous voulez vous amuser à avoir toutes les erreurs qu'il est possible de catcher, d'attraper comme ça, donc vous pouvez très bien aller sur Python erreur type. D'accord? Et vous allez avoir le premier lien, vous allez avoir toute la liste des erreurs ici, d'accord, que Python peut vous attraper, d'accord, Python peut vous catcher. D'accord, je sais plus dans quel langage d'ailleurs qu'on fait des catch à la place d'except, c'est en C je crois, non, peut-être pas, je sais pas. Et du coup, c'est quoi la question à se poser pour savoir si on doit faire un try except ou pas? Alors, c'est ce que je disais, tu fais un try except si déjà c'est ton dernier moyen, d'accord, de faire un try except, pour être honnête. Et enfin, on fait un try except si jamais on sait qu'on va avoir cette erreur, mais sans savoir comment est-ce qu'on va l'avoir. D'accord? Donc typiquement, si tu sais qu'une chose va déclencher un try except, tu fais un if. Si tu sais que tu peux avoir cette erreur et que tu veux aller sur un autre bout de code à la place, eh ben, tu fais un try except. D'accord? Mais enfin, si c'est l'unique moyen de détecter cette erreur, tu fais un try except. D'accord? Mais typiquement, normalement, les erreurs là, on peut les checker avec des if. Là, typiquement, c'est if type égal int. If type n'est pas égal à string, non pardon, if type égal à string, là on va avoir une erreur. Mais si jamais tu n'as pas envie de, entre guillemets, t'embêter à mettre tous les types possibles et inimaginables, tu peux faire juste un type erreur si jamais ton try fonctionne que pour un seul type. D'accord? Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez, ça alourdit la syntaxe en Python parce que ça vous rajoute une accolade, d'accord? Et on n'a pas envie de se retrouver avec plein de try except, try except, try except, try except, d'accord? C'est pour ça que c'est important de factoriser son code et de mettre plus des if ou des choses comme ça, d'accord? Mais je vous ai dit, hein, la plupart du temps, je vois beaucoup de juniors qui travaillent que en try except, même pas, ils prennent même pas la peine de mettre les types d'erreurs ici et c'est pas possible, on peut pas travailler comme ça, sinon on devient fou. Ok, vous pouvez aussi décider de déclencher une erreur, d'accord? Typiquement, c'est en C#. Ok, merci pour le catch. Je me rappelais plus où c'est que je l'avais vu. Donc, if race error, d'accord, on peut déclencher une erreur. Typiquement, si jamais je veux faire une division par une multiplication que à partir d'un certain je sais pas, ou sinon non, d'une certaine valeur. D'accord? Donc ici on a value error, donc on va déclencher un value error. Typiquement, si je veux faire A, je reprends B et C, d'accord? Je reprends B égale 5, je reprends C égale 10, d'accord? Et je vais dire if C inférieur à 5, je vais déclencher un value error. D'accord? Else, je calcule A égale B fois C. Ok? Et j'affiche A. Ok? Donc ici, je vais dire C égale 10. D'accord? Sinon, on va faire quelque chose d'autre. On va plus le faire comme ça. 3, 5, 8, 9, 10. Maintenant, ça vous fait plus peur. Et je vais appeler ça CList. Et je vais dire for C in CList. D'accord? Tac. Tac. Ok. Et je vais printer. Non, ici, ça va m'envoyer mon value error sur les 5 premiers, ça va pas marcher. Ça va me direct faire mon erreur. Non, c'est pas intelligent de faire ça. On va plus le faire de manière itérative du coup. Print A, d'accord. Donc ici, ça va bien m'envoyer if C inférieur à 5, raise value error, A égale B fois C. Ici, tac, tac, tac. Ici, ça va bien me donner mon... Pourquoi est-ce que ça me donne ça? If C... Ah oui, parce que c'est pas inférieur à 5. Ok. Et maintenant, si je dis if C égale 3, bam, ça me donne ma value error. D'accord? Mieux, je peux même déclencher un print. Je peux dire print C est inférieur à 5. D'accord?
et raise value error. Hop là, là il y a une petite faute, il me manque une parenthèse. Voilà, C est inférieur à 5 et là il y a une value error. D'accord, je peux aussi décider de modifier ici ce que je vais avoir dans la value error directement. Je vous laisse chercher par vous-même et regarder aussi comment est-ce qu'on peut créer vos propres classes d'erreurs qui sont là. Vous pouvez créer vos propres classes d'erreurs, définir votre tartempion error si jamais il se passe quelque chose. Ok, et ça va être très très utile, notamment ça, les raise, les try except, moi je les utilise beaucoup en traitement d'image, donc ce qu'on va voir dans les semaines à venir, donc le computer vision, parce que parfois, typiquement avant de envoyer des données à un réseau de neurones, on va vérifier que la taille des inputs, les shapes, la taille des inputs soit ok par rapport à la première couche de notre réseau de neurones, d'accord, notre première couche d'input de notre réseau de neurones. Et ça, on va justement travailler avec des try except, des raise, etc., etc. D'accord. Le try except est plus lent. Franchement, je sais pas s'il est plus lent. Si tu veux, on peut checker. En vrai, on peut checker. Vas-y, on le fait en live. Franchement, c'est une bonne question, Yann. On va checker ici. Ça prend combien de temps de faire ça? Ça prend 6,44 microsecondes. Et ici, si je dis... du coup, ici, ça va être if c égale 0, a et b, tac, except if type c n'est pas égal à int. On fait ça, else. On fait ça, oui, il y a un elif. Et là, on fait ça. On va voir combien de temps ça prend. C'est une bonne question. Hein. Je sais pas, j'ai jamais fait cet exercice. Tac. De toute façon, on a un peu de temps, donc on peut s'amuser à faire ça. N'hésitez pas si vous avez des questions, surtout. Ok. Donc ici, if c'est... pourquoi il m'aime pas là? Ah, parce que j'ai oublié un... Ah non, il y a un try ici qui a rien à faire ici. Ah non, else. C'est pas ça, else ça. Ok. Et je print A. On va voir. Donc ici, ça a pris 7,63 microsecondes. Donc c'est plus long de faire des if ici. Attends, on va checker. Peut-être que c'est juste ça. 8.34. Ok, super. Donc c'est plus rapide de faire des try except. C'est ne pas un argument en ma faveur pour dire qu'il ne faut pas faire de try except. Mais faites pas de try except. Ok, mais ok, bah voilà. J'espère que tu as la réponse. Mais c'est plus lent de faire des if, d'accord? En même temps, attends, si je fais ça, peut-être là, ça sera beaucoup plus rapide du coup. Ouais, là, c'est 5,25 microsecondes. Si jamais le try, il est résolu, c'est plus rapide. Mais ici, du coup, tu peux me dire pareil aussi, si le try, il est résolu, combien de temps ça prend? 6,44 microsecondes. Ah ok, c'est intéressant. Dans tous les cas, le try except, il va être toujours de complexité, on va dire, de durée égale, mais un if non. Ok, c'est marrant. C'est marrant, je savais pas. Ben voilà. Bah, merci Yann pour la question. Là, on voyait qu'on aura toujours 6,44 microsecondes, mais si jamais le if ici est directement résolu en fonction de l'opération qu'on va avoir ici, on est plus rapide. Ok, bah c'est bon, on a l'argument en plus pour dire qu'il faut pas faire de try except. Enfin, faites des try except, mais soyez intelligent quand vous les faites, quoi. Ne faites surtout pas ça à la volée. Là, on avait une petite erreur, bah, justement, c'était exprès pour vous montrer la value error. Hop là, ça c'était en haut. Alors, si jamais vous voulez, si jamais vous êtes là, d'accord, et vous pouvez me dire, ouais, mais moi je veux débugger mon truc. Si jamais il y a un type erreur, je vais pas m'amuser à chaque fois à faire cette opération qu'on va faire ensemble, à faire hop là, hop là, hop là, et on va checker si jamais il y a une erreur. Et après, je vais recommencer à coder mon try except. Non, si vous voulez pas qu'un except soit pris en compte, vous mettez raise ici. D'accord. Et là, il va y avoir quand même l'erreur. Vous voyez? Là, il va pas catcher, entre guillemets, cette erreur de 0 division. Ok? Il va, entre guillemets, l'ignorer. Mais là, on voit qu'il y a quand même le 0 division error. D'accord? Donc, si vous voulez annuler un except, vous mettez un raise ici pour annuler
bon, pour annuler, désolé, je l'appelle toujours catch, hein, mais pour annuler le catch du zero division error. Ok, j'espère que c'est clair. Hyper important. Donc les try except, les regex là qu'on a vu jusqu'à là, c'est hyper important. Maintenant, on va passer au module. D'accord, donc un module, c'est quoi? On l'avait déjà fait plus ou moins, les modules. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un module, on l'appelle aussi librairie. On peut aussi appeler ça package. Donc, la différence entre un package et un module, c'est entre guillemets un code, un point Python, d'accord, où vous allez coder des fonctions et où vous allez l'appeler dans un autre fichier Python. Un package, c'est quelque chose de beaucoup plus structuré, d'accord, où vous allez pouvoir l'installer, etc., etc. Par exemple, moi, je peux vous montrer un package que j'ai fait et vous allez aussi l'installer, du coup, un package, d'accord. Moi, par exemple, je peux vous montrer un package que j'ai fait. Donc, j'ai fait un petit package. Si on va sur mon GitHub, ou sinon, je peux vous montrer ça. Pip. Donc, ça, c'est un petit package que j'ai fait. D'accord, c'est moi, c'est ma photo quand je suis en costard cravate. Donc c'est un petit package que j'ai fait pour faire de l'analyse de texte, d'accord. Et vous avez juste à l'installer ici avec pip, d'accord. Et là, si jamais vous installez par exemple ce package dans un notebook, vous faites un point d'exclamation comme ça pour quelque chose qui va se faire dans le terminal de votre disque. D'accord, dans le terminal de votre instance que Google ici vous met à disposition sur Colab. Donc ici, ça va installer le module, le package Smartease sur votre truc ici. Donc là, typiquement, si je fais ça, vous allez voir que ça va l'installer. Voilà, donc ça le télécharge depuis tout ça. Donc ça, je l'ai encodé tout ça. Et là, vous voyez que ça a bien installé donc les packages, d'accord. Installing Collective Package, Wikipédia et Smartease par exemple. Et vous pouvez après l'appeler comme vous voulez, d'accord. Donc vous pouvez ici faire import Smartease et vous pouvez utiliser les fonctions qui sont dans le package ici. Donc pour être honnête avec vous, même si je l'ai développé, je ne sais plus exactement toutes les fonctions qu'il y a dedans. Bref, il y a plein de fonctions ici. Donc voilà, vous voyez, il y a une fonction construct wikidico, construct database, etc. Et vous pouvez tout appeler comme ça. D'accord. Plutôt que de vous le montrer avec ce paquet, je vais importer par exemple le paquet le plus connu qu'on détaillera dans la vidéo prochaine, pour le coup, pour faire des mathématiques, qui est NumPy. D'accord. Donc ici, j'importe NumPy. Donc NumPy, c'est déjà installé normalement ou pas. Ok, donc ici il n'a pas voulu importer ça, c'est pas grave. Ça veut dire que j'ai une dépendance qui est cassée. Donc ici j'importe NumPy et donc voilà. Donc là maintenant j'ai mon package qui est importé. Alors la plupart des packages sont disponibles sur GitHub. Donc par exemple si vous allez sur Google, vous pouvez normalement non, là je le cherche dans le mauvais dans la mauvaise chose. Si vous allez, hop là, cherche all of GitHub, c'est ça. Donc, par exemple, ici, vous avez Google qui est donc sur GitHub et ils mettent à disposition aussi des packages. Donc là, c'est un package en C++ que vous pouvez installer et que vous pouvez utiliser. D'accord. Vous pouvez aussi décider de créer vous-même vos propres packages et modules en les important dans votre fichier. Donc, typiquement, si je veux importer mon propre package, ça va être quelque chose import path to my files, d'accord. Et typiquement ici je peux pas vous le montrer, mais si je travaille pas sur Colab, je travaille sur mon ordinateur à moi, je mettrai le path de mon fichier, d'accord, Python, et je pourrais importer toutes les fonctions qui sont dans ce package, qui sont dans le module de mon fichier justement .python, d'accord. Donc package, librairie, de toute façon ça, vous allez le voir au fur et à mesure qu'on va l'utiliser. C'est plutôt extrêmement important, surtout en data science où on utilise beaucoup de packages et de modules. D'accord. Donc on va terminer les 10 dernières minutes. N'hésitez pas à mettre les questions. C'est possible de mesurer le temps en le faisant 1000 fois et calculer la moyenne du temps. Oui, c'est possible. Je t'invite à le faire et à nous mettre les résultats. Je ne vais pas le faire là, mais n'hésite pas à le faire en commentaire et à nous mettre les résultats. D'accord.
Tac. Donc, on va voir les décorateurs. Donc, rappelez-vous, dans l'épisode 4, on avait utilisé ces décorateurs-là là, pour dire... Il y a aussi Pipi qui est pas mal comme site pour rechercher les packages. Ouais, mais j'étais sur ça, hein, non J'étais pas sur ça. J'étais pas sur Pipi, justement. Si, j'étais sur... Si, ça c'est justement Pipi. PYPI. C'est ce site-là. Là. Tiens, je te le mets là. Si tu veux. Très bonne remarque, merci. Tac. Donc là, vous avez à peu près tous les packages. Normalement, tous les packages PIP que vous pouvez installer avec PIP sur pipi.org. Merci. Donc, on va voir les décorateurs. Comment est-ce qu'on peut créer des décorateurs comme ça. D'accord? Donc, un décorateur, c'est quoi? C'est une fonction qui va être appelée dans une fonction. D'accord? Si on l'appelle comme ça. Donc, ici, ça peut aussi beaucoup nous simplifier la vie. Donc, on va retaper tout ça ensemble. D'accord? Donc, ici, je définis une fonction. D'accord? Donc, je définis une fonction ajoutée. Donc, il prend A. Non, on ne va pas la définir comme ça. On va rester simple pour l'instant. OK? On va définir print. Ici, je vais l'appeler F. D'accord? Ici, je vais dire je suis la fonction F. D'accord? Donc, on va essayer de rester simple. Et si je dis def f, donc ça va bien me mettre je suis la fonction f, d'accord? Maintenant, si je définis une autre fonction que je vais appeler f1 et que je vais appeler sans rien et je vais dire print bonsoir, d'accord? Et que j'appelle les uns à la suite des autres. Donc là, on est dans une logique de programmation fonctionnelle. Hein. Donc ça va me faire bonsoir, je suis la fonction f. D'accord? Maintenant, si je sais que à chaque fois que je vais appeler f, je vais appeler f1, ou si je veux que f a un comportement, d'accord, avec f1. Donc là, on parle bien de comportement. Donc là, ce que je vais dire, je vais définir. Il ne faut pas que je me trompe. Donc, je vais définir. Tac, si je fais ça, juste pour revoir, pour pas me tromper. Ouais, c'est bien ça. Ok. Donc ici, si je définis une fonction, par exemple, que je vais dire def my function, d'accord? Et que je dis ici, si je dis pas de bêtises, f, print bonsoir f, et que je return my function, d'accord? Et que je fais ça. Ah non, ici, il faut que je dise f. Ça me retourne une fonction, d'accord? Et c'est ce qu'on veut, d'accord? Donc, en fait, ça vient d'ajouter une fonction dans une fonction, si on dit ça comme ça. Et maintenant, si je dis f égale f1 de f et que j'appelle f, donc ça va me retourner bonsoir, je suis la fonction f. Donc, ça va me retourner cette fonction-là avec cette fonction-là. Donc, je peux le faire soit comme ça, ou soit en disant, donc là, je viens de créer un décorateur, ou soit en disant, ben, en fait, ma fonction f qui est là, je vais la mettre en bas là. Ma fonction f qui est là, je vais lui mettre comme décorateur la fonction f1. Ok. Et normalement, si je fais ça, ça applique bien le décorateur de la fonction f1 à f. D'accord? Donc là, c'était pour comprendre pourquoi est-ce qu'ici on a static method ou pourquoi on a class méthode comme ça. C'est ce qu'on appelle des décorateurs en Python. D'accord? Encore une fois, vous n'allez pas les coder tout le temps, mais c'est important de le savoir. C'est pour ça que cette vidéo, c'est vraiment regex, exception, module et astuces. Donc là, on va un peu voir toutes les petites choses en Python qui seront intéressantes. Et si vous, en soi, vraiment, si vous arrivez à avoir toutes les notions qu'on a fait dans les 5 derniers épisodes et à bien les manipuler, ben c'est bon, vous savez développer en Python. D'accord? C'était le but de cette semaine, pouvoir vous montrer tout ce qu'on peut faire en Python. Et là, c'est vraiment des astuces pour aller plus loin. Donc, on va définir c'est quoi les args. D'accord? Donc, args, ça permet de donner un nombre d'arguments variables. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, par exemple, j'ai fait une petite fonction add args. D'accord? Et en fait, peu importe le nombre de variables qu'on va mettre ici, d'accord? Donc args, ça permet de dire, tu peux mettre autant de variables que tu veux, je vais les ajouter entre eux,
D'accord? Ici, ça va les ajouter entre eux. D'accord? Donc ici, je peux mettre 5, 6, je peux en mettre autant que je veux. D'accord? D'arguments. Sans avoir besoin de le définir. D'accord? Et la fonction va quand même fonctionner. Ou pas. Parce que là, j'ai fait une bêtise. J'ai fait quoi comme bêtise? Ah oui, ici, c'est pas un S. Tac. Donc voilà, ici, ça va bien me donner 61. D'accord? Si je l'avais fait sans args, ça aurait été quelque chose de plus horrible. Ça aurait été, j'aurais dû faire, regardez, sans args, j'aurais dû faire ça. Ça, j'aurais dû faire number 1, number 2, number 3, number 4. Et je dis addition égale à N1 plus N2 plus N3 plus N4. Donc c'est deux comportements différents. D'accord? Mais ça permet plus de flexibilité. Typiquement, en fait, arc, ça va être utile si vous voulez donner des arguments. Par exemple, si j'essaye de rejoindre un peu avec la data science, si jamais vous voulez donner, si jamais, je sais pas, vous voulez ajouter tout un tas de chaînes de caractères les uns entre les autres, vous pouvez le faire avec une boucle. Ou oui, vous pouvez le faire avec une boucle dans une fonction args si vous voulez bien factoriser votre code, d'accord, qui est typiquement ajouter toutes les chaînes de caractères que je vais donner. Je vais les envoyer les unes avec les autres dans args si je ne veux pas créer de liste pour pouvoir les faire directement dans mon code. D'accord? Donc voilà, args, ça permet de donner un nombre d'arguments variables. Après, cowargs, ça permet de passer des arguments d'un dictionnaire ou de mots-clés. D'accord? Donc ici, je vous l'ai fait par mots-clés, je vais vous le faire par dictionnaire juste après. Donc ça permet de dire arg1, arg2, arg3, arg4. Et ici, si jamais je veux ignorer un argument qui va s'appeler arg1, ça va me l'ignorer. D'accord? Donc à l'inverse de args ici, qui va prendre tous les arguments sans distinction entre guillemets de nom. Cowargs, ça permet avec K, dites-vous que c'est key, ça permet de prendre avec une clé et de faire comme si c'était un dictionnaire. D'accord? Si maintenant je fais ça avec un dictionnaire, tac, c'est donc la notion de composer en mathématiques f de g de x. F de g... Oui, tu peux dire ça comme ça, Diogo. Oui, tu peux résumer ça comme ça. Ouais, c'est une fonction composée. Ouais, c'est un bon exemple. Merci. Donc ici, si je prends un argument, si je prends un dictionnaire, et que je dis mon dictionnaire d'args est égal à donc je prends args1. Donc maintenant les dictionnaires ça vous fait plus peur, vous savez à quoi ça correspond. 1, ok, si je dis args2, 2, je vais pas m'embêter, je vais faire ça, et que je dis args3, 4, 4, 3, et que je donne mon dico ici avec deux points comme ça. En théorie, ça va marcher aussi. Voilà, ça me donne bien 10 parce qu'en fait, il va considérer mes arguments comme ça. D'ailleurs, j'ai jamais essayé de printer. Attendez, je fais juste une expérimentation pour ma culture personnelle. Ok. Ouais, ok. Donc ça va bien l'envoyer dans la fonction sous forme de dictionnaire. Donc en fait, ça permet ici. Donc rappelez-vous ce que je vous ai dit sur les JSON, sur les dictionnaires qui sont une manière en fait de représenter les données qu'on utilise très souvent en programmation. Et ben ici, si jamais vous avez une fonction pour faire sur l'ensemble des attributs d'un objet, d'un dictionnaire, et que vous ne savez pas à l'avance le nom que vont avoir tous ces arguments, toutes ces clés de votre dictionnaire, mais vous savez que vous ne voulez pas prendre une clé spécifique, bah vous pouvez travailler avec des keywords comme ça et vous allez les voir plutôt souvent. D'accord? Tac. Et pour finir, les 4 dernières minutes, on a loupé la list comprehension, non? Ouais, list comprehension, on l'a loupé. Donc, je vais vous introduire la list comprehension. On l'a déjà fait, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo. Donc, une list comprehension, c'est pour dire for i in range 0,10, d'accord? À la place de construire quelque chose comme ça, et que je dis a égale une liste vide, hop là, et que je dis a.append. Vous voyez, ça peut être un peu relou parfois.
de faire ça comme ça. Je vais vous montrer le temps d'exécution. Hop là. Ok. Donc ça, c'est 7,39 microsecondes. Et que je vous montre. Donc, une des manières de faire cette liste, c'est une list comprehension. Ça veut dire qu'on va tout faire sur une seule ligne. Si vous n'êtes pas capable de faire ça maintenant parce que vous préférez rester gentiment sur du Python, vous n'hésitez pas. D'accord? Tac. Gentiment sur des boucles for, vous n'hésitez pas. Mais ce qu'il est possible de faire, c'est for i in range 10. Et ça va vous construire en fait directement votre liste. D'accord, donc c'est ce qu'on appelle des list comprehension. Ici, ça ne marche pas. Pourquoi? J'ai fait une bêtise. Ah oui, il y a une petite indentation ici. Ici, tac. Et ici, donc ça, c'est plus rapide aussi, la list comprehension, que de faire un for comme ça qui appelle une autre méthode, donc qui est append. Donc ça, à chaque fois que vous rajoutez des méthodes, ça rajoute du temps, d'accord? Donc ça, c'est une list comprehension. Une fonction lambda, c'est quand vous voulez avoir l'exécution d'une fonction sans faire de fonction. D'accord? Donc une fonction lambda, c'est à la place de définir ici arg. Donc vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez soit définir, je vais vous le faire ici, d'accord? Vous pouvez soit définir def add arg 1, arg 2, arg 3 et dire return arg 1 plus arg 2 plus arg 3, d'accord? Et que je vous dis add 1, 2, 3. Donc ici, ça va aussi vous retourner 6. D'accord? Mais par contre, si j'ai pas envie de faire de fonction, ou si jamais je veux passer par une seule chose comme ça, ou même ici, si jamais vous voulez mixer, on voit souvent les lambda qui sont mixés avec les list comprehension, d'accord? Ou que vous voulez le faire en une seule ligne, en fait. Globalement, c'est, si je pouvais vous le résumer, c'est ce qu'on appelle les fonctions lambda, c'est des fonctions, vous travaillez en une seule ligne, d'accord? Donc vous allez souvent rencontrer le mot lambda, d'accord, comme ça, notamment par exemple si j'essaie de faire le parallèle en cloud computing, donc quand vous allez travailler dans le cloud, vous allez avoir beaucoup de ce qu'on appelle des fonctions lambda dans le cloud, c'est faire des fonctions qui fonctionnent indépendamment du reste, entre guillemets, de votre architecture et vous les appelez quand vous voulez, et notamment ce qu'on appelle, je ne vais pas vous embrouiller, mais ce qu'on appelle les architectures serverless, d'accord, sans serveur, qui fonctionnent uniquement sur des fonctions, ça utilise ce qu'on appelle des fonctions lambda dans le cloud computing. Donc c'est pas la même chose que les lambda ici qu'on code comme ça, hein, mais en fait dans l'idée c'est la même chose. Ça veut dire d'accord, je veux définir quelque chose sans vraiment le définir. D'accord, donc c'est tout de l'idée d'une architecture serverless. D'accord, donc ici les fonctions lambda, ici si je fais ça, vous allez avoir votre petite fonction qui va bien pouvoir runner ici. D'ailleurs si je fais temp int type de add, ça va me donner quoi? Ça va me donner le fait que c'est bien, vous voyez, définir une fonction ici. Et si jamais je définis ici type de add après avoir runné ça, tac, ça va aussi me donner le type que c'est une fonction. D'accord? Donc c'est une manière de définir une fonction sans vraiment la définir. D'accord? Donc on a fait le tour de toutes les astuces modules, regex, exception en Python. Donc tout cet épisode, c'est vraiment pour marquer le coup sur... là, l'image, c'est pas la bonne, hein, je vais la changer sur le GitHub. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est vraiment pour avoir la cerise sur le gâteau en Python. D'accord? Vous allez les voir, vous allez beaucoup rencontrer toutes ces formules, toutes ces expressions en Python, surtout quand vous allez commencer à faire du code de très bonne qualité ou à utiliser du code de très bonne qualité. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de demain, du coup, je vous l'avais dit sur le live de l'épisode 4, mais normalement aujourd'hui on était censé faire des maths, mais je pense que c'était important de bien finir Python en voyant vraiment toutes ces fonctions-là qu'on vient de voir. Donc à partir de demain, on va commencer à voir deux librairies qui sont la librairie NumPy et la librairie Pandas qui vont nous amener, ça marquera demain, l'épisode de demain, notre premier épisode vers les contrées de la data science. D'accord, où on va commencer à manipuler des mathématiques, on va commencer à manipuler des données. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, ça marque donc la fin de cette introduction en Python. Je vous invite vraiment à reprendre le code de vous-même, à essayer de faire un petit projet de votre côté, essayer de coder, je sais pas, essayer de coder une cafetière, de coder une course de voiture, de coder ce que vous voulez en objet avec des fonctions, etc. Vous pouvez le mettre en commentaire de la vidéo.
Donc je vous invite vraiment à faire ce petit projet pour bien essayer de vous remémorer en utilisant tout ce qu'on vient de faire et tout ce qu'on a fait durant les 5 derniers épisodes. Justement, en fait, c'est comme ça que vous allez réussir à bien développer, vos skills, vos compétences en Python. On reste sur Google Colab où tu passes à PyCharm plus Anaconda quand on commence la data science. On va rester sur Google Colab, d'accord? PyCharm et Anaconda, je vous montrerai c'est quoi. Mais en fait, je ne vais pas m'amuser à vous projeter mon IDE. Le but du jeu, c'est que tout le monde puisse réaliser ce qu'on va faire. Donc, on va rester sur Google Colab. Ça permet de faire vraiment bien de la data science. Donc voilà. Je reconclue pour une 3e fois, mais aujourd'hui, ça marque donc la fin de l'épisode de l'introduction en Python. On va commencer à faire de la data science. J'espère que l'épisode vous a plu. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, c'est important. Mettez des commentaires, on est de plus en plus nombreux à regarder les vidéos. Sur le live, on est plutôt constant, mais en vidéo, en pré où les gens regardent, on est de plus en plus nombreux, donc c'est cool. Merci à vous, n'hésitez pas à partager la vidéo, mettez en commentaire ce que vous voulez voir, ce que vous attendez. Si vous voulez en data science, en intelligence artificielle, je vous répondrai. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai kiffé faire ces 5 premiers épisodes où j'espère que vous avez bien